Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, la capitale économique du Nigeria, Lagos, a annoncé le 21 janvier dernier l'introduction des plastiques à usage unique et des polystyrènes. Une mesure qui vise à réduire la pollution plastique qui étouffe la région et bloque les systèmes d'évacuation. En Afrique, de plus en plus de jeunes s'engagent dans la protection de l'environnement avec l'utilisation du potentiel du continent afin de relever le défi du développement durable. Les détails dans ce journal. Et puis l'Algérie devient le premier exportateur africain du gaz naturel liquéfié. Une excellente performance qui lui permet de surclasser le Nigeria. Le point dans un instant. C'était l'essentiel de l'actualité du jour. Place au développement. 2 janvier en mars, la côte togolaise sera sujette à des conditions météo-marines particulières. Ceci est causé par l'influence des alizés tropicaux qui est affaiblie par la prévalence des effets de l'harmattan, un vent sec et poussiéreux provenant du Sahara. Plus de précision avec Lyonce Sago. L'harmattan est un phénomène météorologique saisonnier qui est caractérisé par un vent sec et poussiéreux. Il souffle du Sahara vers le golfe du Guinée. De janvier à mars 2024, les alizés tropicaux, qui sont des vents réguliers soufflant de l'est vers l'ouest, seront affaiblis par l'harmattan. Ceci entraînera des changements très remarquables dans les conditions météo marines de la région. Cette influence sera particulièrement ressentie tout au long de la côte togolaise. L'un des principaux effets de l'harmattan sur nos côtes est la réduction de la vitesse des alizés. Or, ces alizés jouent un rôle important dans la régulation des courants marins et des vagues le long de la côte. Lorsque ces vents sont affaiblis, les courants peuvent devenir moins prévisibles et les vagues moins puissantes. Cela peut ainsi avoir des impacts sur les activités maritimes telles que la pêche, la navigation et les sports nautiques. En plus des changements dans les conditions marines, l'harmattan apporte aussi des modifications dans la météo de la côte togolaise. Ils peuvent occasionner la chute des températures de façon marquante et créer des conditions plus fraîches et sèches. Il est également possible de voir la visibilité se réduire en raison de la poussière dans l'air. Il est à noter que ces changements auront des conséquences sur l'agriculture, la santé et le bien-être des populations locales. Le Togo prend son envol vers l'innovation et la responsabilité environnementale avec l'autorisation donnée au ministère de l'économie marine, de la pêche et de la protection côtière de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Une démarche audacieuse qui témoigne de l'engagement du pays envers une économie maritime durable. Regardez. Lors du Conseil des ministres tenu le 10 janvier dernier, une vague de changements a été amorcée par l'autorisation donnée au ministère de l'économie maritime et de la pêche et de la protection côtière de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Ce geste d'autorisation symbolise une conscientisation à la surveillance des subventions pouvant entraîner la surexploitation des ressources halieutiques. L'acte posé par l'exécutif représente une initiative marquante, soulignant la reconnaissance de l'importance cruciale des écosystèmes marins et de la préservation des stocks de poissons. Le ministre en charge de l'économie maritime, Edem Tanguay, a témoigné de l'engagement ferme du gouvernement envers la protection des ressources marines et de sa volonté de contribuer à la préservation des écosystèmes marins à l'échelle mondiale. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, instrument international de régulation, vise à éliminer les aides contribuant à la capacité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi qu'à la surexploitation des stocks de poissons. La ratification de cet accord par le Togo serait une avancée significative, alignant les pratiques nationales avec les normes internationales. Elle met en exergue l'engagement du pays en faveur de la transparence et de la durabilité, tout en ouvrant la voie à des opportunités d'amélioration des pratiques de pêche et de gestion des ressources naturelles. L'assainissement des subventions devrait permettre au secteur de la pêche d'être plus équilibré et équitable.
Cela pourrait assurer une meilleure distribution des revenus aux pêcheurs locaux, réduire les pratiques de pêche préjudiciables et favoriser une compétitivité économique dans les normes internationales. La révision des subventions à la pêche attendue de cette ratification annonce une ère de prospérité pour les communautés côtières du Togo et une conservation accrue de leur biodiversité marine. La mise en œuvre effective de cet accord requerra une collaboration intersectorielle et un renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Il sera donc essentiel de sensibiliser et de former les acteurs du secteur à ces nouvelles normes pour garantir une adoption intégrale. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière se trouve face à un défi de taille pour traduire cet accord en actions concrètes qui bénéficieront tant à l'économie qu'à l'environnement maritime togolais. Avec ce pas résolu vers la ratification de l'accord de l'OMC, le Togo s'engage dans un courant novateur de gestion de ses ressources maritimes. En équilibrant les impératifs économiques et environnementaux, le pays navigue vers un futur plus durable. Il sent son rôle de précurseur dans la conservation des océans au sein des régions ouest-africaines. L'État de Lagos au Nigeria a annoncé l'interdiction de l'utilisation et la distribution du polystyrène. D'autres plastiques à usage unique sont aussi concernés avec effet immédiat. Léonce Sagou. Le commissaire nigérien à l'environnement et aux ressources en eau, Tokundo Wahab, a annoncé que cette décision avait été prise suite à la menace des plastiques à usage unique, en l'occurrence le polystyrène non biodégradable qui pèse sur l'environnement. Il a déclaré que grand nombre de canaux de drainage de l'État est souvent bouché par des tas de polystyrène en raison de distribution et d'utilisation abusive, et ce malgré les réguliers nettoyages et évacuations. Le commissaire Wahab a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des déchets, LAWMA, et Quick Against Indiscipline K de mettre en œuvre l'interdiction immédiatement. Pour empêcher toute distribution ultérieure, il a demandé aux deux agences de réprimer les producteurs et les distributeurs. Il conseille également aux producteurs, distributeurs et utilisateurs finaux d'emballage en polystyrène de prendre cette règle au sérieux et de trouver des palliatifs sous peine de sanctions et amendes comme la mise sous scellé de leurs locaux. Il avertit qu'ils devront prendre en charge les coûts de nettoyage quotidien de leurs produits qui s'élèvent à des dizaines de millions de naira par jour. Il souligne que l'État de Lagos ne peut être prisonnier des intérêts économiques de quelques riches propriétaires d'entreprises contre des millions de Lagosiens qui subissent les conséquences du déversement des plastiques à usage unique et d'autres types de déchets. Il a suggéré aux consommateurs et aux résidents de boycotter ces plastiques et d'adopter l'utilisation des contenants alimentaires et bouteilles d'eau réutilisables pour les nourritures et boissons. Alors que la sécheresse se poursuit au Maroc, le roi Mohamed VI, le monarque du royaume chérifien, prend de nouvelles mesures pour atténuer le stress hydrique. Il s'agit notamment de la mise en place d'équipements d'urgence pour le transport et la distribution des ressources en eau douce encore disponibles. Retrouvons Alessandra Adécombi dans ce récit. La situation hydrique critique du Maroc était à l'ordre du jour lors de la séance de travail initiée par Mohamed VI, le roi du royaume chérifien. Pendant cette rencontre, Mohamed VI a déploré le déficit de précipitation de 70% enregistré par le Maroc entre septembre 2023 et janvier 2024, ainsi que la baisse du taux de remplissage des barrages avant de prendre une panoplie de mesures pour relever le défi de la sécurité hydrique au cours de cette année et des années à venir. Dans un premier temps, le monarque du Royaume d'Afrique du Nord recommande la mobilisation optimale des ressources au niveau des barrages des puits et des stations de dessalement existantes au Maroc, la mise en place d'équipements d'urgence pour le transport et l'approvisionnement en eau, la restriction de l'utilisation de l'eau d'irrigation et la réduction du débit de distribution à chaque fois que la situation l'exige. Ces mesures visent à relever le défi de la sécurité hydrique
notamment en assurant l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation dans toutes les régions du royaume. Conformément aux directives royales en 2024, plusieurs projets et programmes d'approvisionnement en eau devraient également recevoir un coup d'accélérateur au Maroc. Parmi ces initiatives figure le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2027 qui permettra d'accélérer les investissements afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation et ainsi renforcer la résilience du Maroc face à la baisse des précipitations qui impacte la nappe phréatique. Lors de la réunion de travail, le roi du Maroc a également appelé à une communication transparente et régulière avec les Marocains sur l'évolution de la situation de l'eau et les nouvelles mesures urgentes qui seront mises en œuvre, tout en sensibilisant le public à l'importance d'économiser et de lutter contre toute forme de pollution et de gaspillage de la ressource d'eau douce. L'Algérie est désormais le premier exportateur du gaz naturel liquéfié en Afrique. Selon un rapport publié dimanche dernier par l'Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole OPEP, le pays a exporté en 2023 un total de 13 millions de tonnes de GNL contre 10,2 millions de tonnes exportées en 2022. Une excellente performance qui a permis à l'Algérie de surclasser le Nigeria en matière d'exportation du gaz naturel liquéfié. Le point avec Rafitou Mbérekou. L'Algérie surclasse le Nigeria et devient le nouveau plus grand exportateur du gaz naturel liquéfié en Afrique. Selon le rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, le pays a exporté en 2023 un total de 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié contre 10,2 millions de tonnes exportées en 2022, soit un taux croissant annuel de 21,1%, le taux le plus élevé à l'échelle arabe. Le rapport indique également que l'Algérie fait partie des pays jouissant de relations stratégiques avec ses collaborateurs européens ainsi qu'une grande crédibilité qui s'étend depuis des décennies en matière d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié et de gaz par pipeline. Ceci grâce à ce qu'elle possède comme infrastructure d'exportation de stations de liquéfaction à Skikda et Arzéo. La liste des grands importateurs de gaz naturel liquéfié algériens compte également la France qui occupe la deuxième place avec 3,2 millions de tonnes, l'Italie en troisième place avec un total de 1,8 million de tonnes, l'Espagne en quatrième place avec un total de 1,4 million de tonnes, ainsi que la Chine avec un total de 0,4 million de tonnes. La compagnie minière canadienne Andivar Mining est le plus grand producteur ouest-africain d'or. L'entreprise a annoncé le 22 janvier dernier son bilan financier et opérationnel d'une valeur de 1,7 million d'onces produits pour l'année 2023 avec ses 4 mines en activité réparties notamment entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Elle vise désormais plus la production d'onces pour les années à venir. Rafitou Mbérekou. Depuis quelques années, certains pays de la sous-région comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont décidé de déployer leur plein potentiel pour exploiter convenablement leur inestimable gisement d'or. Pour l'exploitation du gisement, la compagnie minière canadienne Envo Mining, consciente du potentiel de ces trois pays, a su se positionner afin de réaliser de bonnes affaires. À l'espace de quelques années, l'entreprise minière est devenue le plus grand producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Elle a donc décidé de faire le bilan financier et opérationnel de son exploitation pour l'année 2023. Elle a enregistré une production de 1,7 million d'onces sur ses 4 mines en activité dispatchées entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un résultat atteint grâce à la production record enregistrée sur les mines d'or de Houndé au Burkina Faso et de Ity de la Côte d'Ivoire. Elles ont respectivement livré 312 000 et 324 000 onces l'année dernière contre 295 000 et 313 000 onces en 2022. Pour cette année 2024, Envo Mining vise une production comprise entre 1,13 et 1,27 million d'onces grâce à l'entrée en production de la mine d'or ivoirienne Lafigué et grâce à l'agrandissement de la mine d'or sénégalaise Sabodala Massawa.
Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique, continent le plus jeune de la planète, regorge d'un potentiel inexploité. Alors que le continent est confronté à de nombreux défis environnementaux tels que le réchauffement climatique, la dégradation des terres, la pollution, la jeunesse africaine s'engage à jouer un rôle clé dans la construction d'un monde plus durable. Plus de précision dans le commentaire qui suit. Le continent africain est responsable de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre et est plus vulnérable aux effets du changement climatique. La hausse des températures, la recrudescence des inondations aggrave l'insécurité alimentaire et ralentit le développement socio-économique. Pour accélérer le développement de ce continent qui possède 60% des terres arables de la planète et 40% du potentiel mondial d'irradiation solaire, l'Union africaine appelle la jeunesse à œuvrer davantage à la protection de l'environnement et à la promotion de l'économie durable. Arsène Yambé, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine, souligne les opportunités d'emploi durable pour les jeunes. En Afrique, les personnes âgées de moins de 25 ans constituent plus de 60% de la population. Selon les experts, cette population devrait accroître pour atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 contre 1,4 milliard aujourd'hui. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'Union africaine présente un programme de développement axé sur la jeunesse à travers des investissements ciblés dans l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Prudence Ngueya, de la direction Femmes, Genre et Jeunesse de la Commission de l'Union africaine, appelle à la formation et à l'éducation des jeunes pour saisir les opportunités de l'économie verte. Les efforts de la jeunesse pour accompagner l'Union africaine dans son plan d'action pour la relance verte sont déjà perceptibles. Entre la conception des appareils médicaux alimentés à l'énergie solaire au Nigeria, la transformation des déchets organiques en charbon écologique au Cameroun et la transformation du plastique en pavé écologique au Kenya, les jeunes africains sont à l'origine de nombreuses innovations durables. Toutes ces initiatives sont à l'origine de la création d'emplois et de la promotion des infrastructures résilientes et abordables à travers le continent. Une opportunité à saisir par les gouvernements africains, la société civile et les organismes de développement pour contribuer pleinement au développement durable et façonner un avenir meilleur. Au Sénégal, le parc national du delta du Saloum abrite une immense forêt de mangroves. Alors qu'elle recule dans les pays voisins, la mangrove gagne du terrain depuis plusieurs années au pays de la Teranga grâce aux efforts des habitants et des associations écologiques. Retrouvons Viva Samana dans ce commentaire. Situé dans le sud du Sénégal, le parc national du delta Saloum est probablement la plus belle région du pays. Il abrite une immense forêt de mangroves traversée par d'innombrables canaux. Alors que les mangroves sont menacées partout dans le monde par la montée des eaux, la pollution et la déforestation, les populations sénégalaises ont réussi à les protéger. Dans la mangrove sénégalaise, les palétuviers des arbres qui poussent dans l'eau forment un labyrinthe qui fonctionne comme un rempart naturel. La mangrove représente aussi un coin paradisiaque pour la biodiversité. Les poissons ou les coquillages se reproduisent dans les eaux environnantes. Les habitants de la région y trouvent leur subsistance pour en tirer profit. Pour être sûr que la mangrove se répande, les jeunes enfants sont organisés pour planter des palétuviers afin d'aider cette forêt aquatique à s'agrandir. Pendant ce temps, la mangrove recule dans les pays voisins et les efforts des habitants des associations pour la protéger ont porté leurs fruits car elle gagne du terrain depuis plusieurs années au pays de la Teranga. La municipalité méridionale de Mombasa, exposée aux risques climatiques, veut donner un exemple en matière de résilience aux autres pays du Kenya. Elle vient de lancer la plateforme Booster d'adaptation locale de la ville LAPS avec l'appui de l'Allemagne. Alessandra Adekombi. Au Kenya, le comté de Mombasa, situé à 485 km de Nairobi, est régulièrement la cible de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des inondations qui détruisent les infrastructures et les moyens de subsistance des populations. Ainsi,
la municipalité vient de lancer l'initiative boostée d'adaptation locale de la ville LAB. La plateforme technologique est soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ. Elle a été fournie par l'Institut kenyan de recherche sur la mer et la pêche et le cabinet technique MDF Trading and Consultancy. Le lab permettra précisément de co-développer et co-concevoir des solutions concrètes pour le défi complexe de l'adaptation climatique de la ville à travers l'utilisation optimale des ressources pour la durabilité. Cet outil permettra également d'exploiter les connaissances mondiales et locales pour s'attaquer aux problèmes des inondations urbaines. Au terme de la phase expérimentale qui devrait durer 1 an, le lab fournira des solutions et des résultats qui seront transmis à différents acteurs tels que les agents municipaux travaillant sur l'environnement, les écoles, les ONG, le secteur privé ainsi que la société civile. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne avec les recommandations de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Mombasa n'a pas échappé aux inondations meurtrières qui ont duré près de 2 mois dans toute la Corne d'Afrique à cause des précipitations abondantes accentuées par le phénomène El Niño. De nombreuses familles ayant perdu leurs maisons et leur bétail dans les eaux ont été contraintes de regagner les régions kenyanes moins affectées. Cette situation de vulnérabilité qui concerne également plusieurs autres villes africaines devrait bientôt cesser grâce aux capitaux mobilisés par les plateformes d'élus locaux. Pour sa part, le C40 a levé jusqu'à 410 millions de dollars auprès des fondations et des partenaires au développement lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 qui s'est tenue en novembre 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ces fonds serviront essentiellement au financement de la résilience face aux catastrophes naturelles et des projets verts en milieu urbain. Quand la chaleur s'installe dans la fraîcheur, l'effet devient désagréable. C'est la triste situation climatique que prévaut depuis quelques jours en Espagne. Les températures caniculaires sont enregistrées actuellement en plein hiver avec un record de 30 degrés Celsius. Les détails avec Vivas Armana. Alors qu'ils devaient être couverts de blousons et de manteaux contre le froid, les Espagnols sont plutôt exposés à une forte chaleur en cette fin du mois de janvier 2024. En fin de semaine dernière, la région du sud de l'Andalousie avait été particulièrement touchée avec des températures avoisinant les 30 degrés Celsius, une vague de chaleur extrême inhabituelle digne du début de l'été en plein hiver. Les pluies sont par ailleurs rares dans certaines régions. Depuis 3 ans, la ville de Barcelone connaît une sécheresse. Des messages de prévention s'affichent dans la ville catalane au point que les autorités ont déclaré l'état d'urgence. D'un autre côté, les nappes phréatiques s'assèchent et l'eau se fait rare. Certaines personnes sont obligées de remplir des bouteilles d'eau pour s'hydrater. Une situation propre à l'été en milieu d'année et qui a amené les autorités à mettre en place des mesures restrictives. Selon certains chercheurs, cette chaleur en plein hiver qui touche également le sud-est de la France est provoquée par la présence d'un puissant anticyclone au-dessus de la Méditerranée. Néanmoins, il n'y a pas encore d'études qui aient évalué la tendance à long terme de ce type d'événement, mais il est clair que ce type de situation anormale se produisent assez fréquemment. C'est la fin de cette édition environnementale. Merci de votre attention. Restez sur Kin TV International, l'information continue. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes.